C'est peu avant 7 heures du matin que les sirènes se font entendre dans la capitale ukrainienne. Kharkiv, Odessa, Kiev, Mariupol, de puissantes explosions ont également retenti dans de très nombreuses localités du pays. Au petit matin, la déclaration glaçante de Vladimir Poutine fait l'effet d'une bombe dans le monde entier. J'ai pris la décision d'une opération militaire. Bienvenue dans Découvre mon histoire, le podcast du Centre régional pour l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère de Liège, le CRIPEL. Ce podcast vous propose de découvrir le parcours de vie de différents réfugiés, au travers desquels nous aborderons diverses thématiques en lien avec le parcours migratoire, appuyés par des personnes ressources et des experts du secteur. Cette première saison est composée de 3 épisodes. Ce dernier épisode raconte le parcours de Victoria, réfugiée ukrainienne. Il sera suivi d'une discussion avec Shirina Gelmin, psychologue pour la SBL Taban. La thématique abordée dans cet épisode est celle des traumatismes psychosociaux liés à l'exil. Je suis Victoria. Je suis née en Ukraine le 22 février 1970. Je vis depuis toujours à Zaporijjia, une ville très industrialisée située dans le sud de l'Ukraine. J'habite dans ma maison avec mon mari, mon fils de 30 ans et ma maman de 84 ans. Tous les matins, je pars travailler dans une école de la ville où j'y enseigne l'histoire. J'ai choisi d'exercer ce métier après avoir obtenu un double master en droit et en histoire. Après ma journée de travail, je rentre chez moi chercher mon chien, un petit Yorkshire Terrier, et pars me promener au parc où mes proches et mes amis me rejoignent. On se balade, on discute, 1 heure ou 2, puis on se réunit chez l'un ou chez l'autre pour préparer un bon repas et manger tous ensemble. Ce 23 février 2022, comme toujours, mon chien m'accompagne, et c'est chez ma sœur à Mariupol que nous décidons avec son mari et ma maman de nous réunir pour le repas du soir. Mais ce soir-là, l'ambiance n'était pas vraiment à la fête, car la sœur de ma maman est décédée quelques jours plus tôt. La nuit finit par tomber et nous décidons alors de passer la nuit chez ma sœur. Il doit être 4 heures du matin lorsque j'entends mon téléphone sonner. Je décroche et mon mari m'annonce que Poutine est en train d'attaquer la ville de Mariupol. Au même moment, j'entends des bombardements à l'extérieur. Mon cœur s'emballe. Ma sœur et son mari sont réveillés dans le même état de stupeur que moi. Ma mère s'effondre et commence à nous parler de la guerre 40-45. Je pense que je ne l'ai jamais vue aussi terrorisée. Nous prenons quelques affaires et nous descendons à la cave pour nous mettre à l'abri. Nous sommes le 15 mars. Cela fait 20 jours que nous sommes tous les 4 au sous-sol de la maison, paralysés par la peur de sortir dans la rue. Nous savons grâce à nos smartphones que l'extérieur n'est pas sûr et qu'une bombe peut à tout moment exploser. Je prends des nouvelles de mon fils et de mon mari, bloqués dans la cave de notre maison. À l'extérieur, les bombardements ne désamplifient pas. Via Internet, nous apprenons que le gouvernement ukrainien organise l'évacuation d'une partie de la population, les femmes, les enfants et les hommes en incapacité de prendre les armes. Un train partira de la gare de Mariupol dans 2 jours pour se rendre à la frontière ukrainienne. Le 17 mars 2022 restera le jour où j'ai pris la décision la plus difficile de ma vie. Laisser mon fils, mon mari et tout ce que j'ai en Ukraine pour sauver ma vie et celle de ma mère. Ce jour-là, j'arrive à la gare sans aucun bagage, avec juste mes papiers d'identité. Elle est bondée. Un seul train partira avec à bord 4 fois plus de personnes qu'il ne peut en contenir. Tout le monde se bouscule. Mon chien dans les bras, je perds de vue ma sœur et mon beau-frère, mais je dois à tout prix rester avec ma mère. J'arrive tant bien que mal à embarquer dans un wagon avec elle, où nous sommes entassés les uns sur les autres. Nous ne savons plus bouger. Cela fait quelques heures que le train roule et malgré qu'il soit déjà complet, il effectue un très bref arrêt à Nikopol, où une famille avec 7 enfants embarque dans mon wagon. Les enfants finiront par s'endormir sur les genoux des passagers assis. Je regarde le paysage défiler par la fenêtre et je lis aussi la détresse dans le regard des passagers autour de moi. Certains crient, d'autres pleurent, et d'autres comme moi semblent encore être dans un état second, sous le choc. Je réalise alors seulement la gravité de la situation et à quel point ce qui défile sous mes yeux risque de disparaître pour toujours. Les larmes me montent alors aux yeux, j'étais comme spectatrice d'un film.
Mais je comprends à présent que tout ça est bien réel et que ma vie ne sera plus jamais la même. Après de longues heures, le train s'arrête à la gare de Smerinka. Cette zone est alors encore épargnée par les bombardements. Je jette un coup d'œil par la fenêtre et j'aperçois de nombreux visages. La population locale nous attend sur le quai avec de la nourriture, des boissons, des jouets pour les enfants. Ils nous les donnent à travers les portes et fenêtres du train. Je suis bouleversée. Je n'imaginais pas que les Ukrainiens pouvaient être aussi solidaires. Après 2 jours de trajet, le train s'arrête finalement à Lviv, une gare immense située dans le nord-ouest de l'Ukraine. La gare est remplie de personnes, dont certaines dorment à même le sol. D'autres trains y avaient déjà déposé des personnes qui, comme moi, quittaient leur ville. Sur place, beaucoup de bénévoles se mobilisent et nous apportent une aide matérielle et un soutien psychologique. J'ai ensuite pris un train de Lviv jusqu'en Pologne. Arrivé là-bas, des bus nous y attendaient pour partir vers diverses destinations comme l'Allemagne, la France et l'Angleterre. J'ai embarqué dans le bus pour la Belgique avec ma mère et mon chien. J'ai toujours voulu visiter Bruxelles et voir le siège de l'OTAN. Avant ce jour-là, jamais je n'aurais pensé aller un jour en Belgique. Mais j'ai eu le sentiment, je ne sais pas trop expliquer pourquoi, que j'y serais en sécurité. C'est une fois dans le bus que j'apprends que ma sœur et son mari sont en partance pour la France. Le chaos était tel que la communication était impossible. Nous voulions partir de l'Ukraine, le reste n'avait finalement que peu d'importance. Toute autre destination serait plus sûre. À mon arrivée en Belgique, je m'attendais à retrouver le calme et pouvoir enfin me reposer. Ça faisait alors des jours que je n'avais quasiment pas fermé l'œil. Mais durant les 3 mois qui ont suivi, j'ai continué à entendre des explosions dans ma tête. Une fois en Belgique, le bus est arrêté dans la commune de Warem. Le bourgmestre et la population nous y attendaient avec du café et des croissants. J'ai été accueillie avec ma maman et mon chien par une famille, un homme et une femme d'une 70aine d'années. Là encore, j'ai été très touchée de voir que de parfaits inconnus étaient prêts à m'accueillir chez eux. Aujourd'hui, je suis toujours logée par ces personnes. Ils sont extrêmement gentils et tout se passe très bien. L'homme qui m'héberge m'a expliqué que sa maman était elle aussi ukrainienne. Elle a vécu les camps de concentration et y a rencontré son futur mari, un Belge. Une fois la guerre finie, ils se sont mariés et sont venus vivre en Belgique. Ma famille d'accueil est incroyable. J'ai beaucoup de chance d'être tombée sur eux. D'ailleurs, ils ne cherchent pas à me faire partir. C'est moi qui trouve qu'il est temps de les laisser. Ma plus grande préoccupation aujourd'hui est de trouver un logement où y vivre avec ma mère. Car pour l'instant, nous dormons toutes les deux dans la même chambre. Mais ne parlant pas le français, je n'arrive pas à me débrouiller seule. J'aimerais être capable de faire moi-même les démarches pour pouvoir trouver un logement. Le CPAS ne m'aide malheureusement pas à ce niveau, et je rencontre aussi beaucoup de problèmes avec l'école dans laquelle j'apprends le français, car elle se trouve dans le centre de Liège, et c'est très compliqué de s'y rendre en bus et d'y être à l'heure. Le professeur m'a d'ailleurs renvoyée à cause de mes nombreux retards. Alors, durant la journée, je prépare souvent à manger pour tout le monde. Je vais promener mon chien et je cherche une nouvelle école pour apprendre le français ainsi qu'un logement. Cependant, je suis très contente d'avoir reçu autant d'aide de la part de la Belgique et de sa population. Je me suis enfin sentie soutenue et plus apaisée lors de ma rencontre avec Oksana, ma référente au CRIPEL d'origine ukrainienne. Le CRIPEL m'a vraiment énormément aidée. Grâce à mon suivi chez eux, j'ai pu mieux comprendre les démarches à faire, ce qui allait se passer pour moi et vers quelle structure aller en cas de problème. C'est grâce à ce genre de structure que la situation pour les Ukrainiens est plus supportable. Beaucoup de réfugiés ont parfois l'impression d'être noyés dans la masse et d'être un poids pour la Belgique. Mais au CRIPEL, j'ai senti que je n'étais pas un numéro et que quelqu'un allait vraiment me soutenir, m'accompagner, comprendre mon ressenti et être à mon écoute. La commune de Warem m'a également beaucoup aidée. Elle a mis en place des moments de rencontre où nous nous réunissons avec d'autres Ukrainiens et des travailleurs sociaux en parlant autour d'un café. Un professeur de français du COF, le Centre d'orientation et de formation, a également organisé des visites guidées de Liège. Tous ces moments ont été très bénéfiques pour moi. Le 6 octobre, j'ai appris que ma maison avait été détruite. Depuis ce jour-là, mes envies de rentrer au pays ont disparu. Si la guerre n'avait pas éclaté, je serais aujourd'hui en train d'organiser mes vacances avec ma famille pour partir à la mer d'Azov comme chaque année. Et en septembre, avec le froid de l'automne,
je me serais probablement rendue au wellness, dans lequel j'avais l'habitude de passer du temps avec mes amis. Je continue de parler avec ma famille restée en Ukraine, et tous m'envient, me disent de rester, car la Belgique est un conte de fées par rapport à leur réalité. Je me sens actuellement apaisée et en sécurité en Belgique. Aujourd'hui, mon objectif et mes projets sont d'apprendre le français et le néerlandais, de pouvoir trouver un logement où je pourrais m'épanouir et me sentir chez moi, et de faire reconnaître mon diplôme en histoire afin de redevenir professeur. Je suis Victoria, et aujourd'hui, j'espère que la Belgique me permettra de reprendre ma vie là où elle s'est arrêtée. Bonjour, Shirina Galmine. Vous êtes psychologue pour l'SBL Taban. Pouvez-vous nous expliquer le travail de l'association ? Le dispositif Taban, c'est une ASBL qui a été créée par le psychiatre Daniel Skurmans en 2000, donc à Liège. Et c'est une ASBL qui est spécialisée dans l'accueil et la prise en charge psychomédico-sociale des migrants. On reçoit surtout des personnes qui souffrent donc de traumatismes qui sont liés à leur histoire d'exil. On reçoit des personnes primo-arrivantes ou alors aussi des personnes immigrées qui sont installées parfois depuis plusieurs générations. Et dans ce cas-là, alors, c'est des personnes qui présentent des difficultés en lien avec le transculturel, donc la culture du pays d'accueil et la culture du pays d'origine. Et donc au niveau des missions, ce qu'on a comme but, c'est de retisser, ouvrir le lien social qui a pu être rompu par les traumatismes qui ont été vécus pendant l'exil au pays ou pendant l'exil ou même jusqu'à ici en Belgique. On essaye aussi d'aider la personne à se reconstruire une identité dans le contexte transculturel dans lequel elle est actuellement. Et donc pour ça, on va essayer de laisser la possibilité à la personne de s'exprimer selon ses propres codes, ses propres coordonnées culturelles, quel que soit son lieu d'origine, et d'être à l'écoute alors des éléments qui sont amenés en lien avec leur appartenance, quel que soit leur lieu d'origine, encore une fois. Voilà, tout ça, ça aide à essayer de se réapproprier une identité, de se reconstruire une identité, de se réapproprier son histoire. Donc ça, c'est un peu notre but à Taban. Donc Taban, il faut se le représenter pour se rendre compte. Donc une grande maison de 3 étages, si je ne me trompe pas. Au rez-de-chaussée, on a la cuisine, salle à manger, la salle d'attente et le jardin. Puis quand on monte dans l'institution, on a tout ce qui est bureau au niveau social, secrétariat et bureau psy. On accueille déjà les personnes, que ce soit dans la salle d'attente, au secrétariat, dès qu'elles arrivent. Et puis il y a donc les prises en charge au niveau des démarches sociales et les thérapies avec les psychologues. Donc ça, ce qui est plutôt basique. Mais la particularité, alors à Taban, c'est ce qui se passe au rez-de-chaussée souvent, c'est la présence d'un espace collectif où on a 2 collègues qui travaillent d'une certaine manière. Ils abordent en fait les personnes non pas comme on peut le faire dans les bureaux psy ou les bureaux d'AS. Donc ils n'abordent pas par les symptômes ou par les histoires de vie tragiques des personnes, mais ils les abordent plutôt par un bonjour, un regard, une proposition de boire un café, de l'informel, parler de leur créativité, de leur intérêt, de leurs ressources. Et donc ça permet une rencontre qui va déjà soigner un peu le lien. Donc c'est une particularité qu'on a à Taban, qui nous est chère. Quelles sont vos premières réflexions après avoir écouté le témoignage de Victoria ? Son témoignage peut bien illustrer ce qui peut faire traumatisme pour une personne, donc ce caractère de quelque chose d'inattendu qui arrive auquel on n'était pas préparé, qui peut donner du coup cette image, cette impression de chaos, de tout qui se bouscule autour, une perte de repère. Et donc alors, moi les mots qui me viennent, c'est la sidération, l'effroi, le chaos. Et puis à un moment, il y a le choix qui peut venir de est-ce que je reste ou est-ce que je pars. Et dans son cas, en tout cas, elle a décidé de partir pour se sauver, comme elle dit, elle et sa maman. Puis il y a eu des autres phrases qui ont été parlantes, comme j'ai eu l'impression d'être noyée dans la masse et d'être un poids pour la Belgique. Donc ça, c'est quelque chose qu'on entend tout le temps auprès des personnes qu'on reçoit. C'est un discours très commun. C'est l'impossibilité de travailler et donc impossible de pouvoir participer, apporter quelque chose à l'État et aux autres. Ça participe à une impossibilité des personnes à se fixer, à investir le lien et donc parfois finissent par un peu errer sur le territoire belge. Donc ça, c'est terrible. Et il y a une autre phrase aussi qu'elle avait dite, c'est « Je me suis sentie soulagée quand j'ai mieux compris les démarches à faire, ce qui allait se passer pour moi et vers quelle structure aller en cas de problème. » Et là, on voit l'importance de la possibilité de se reconstruire des repères dans le lieu où on se trouve, de pouvoir s'ancrer et non pas d'être dans cette position d'errance, comme j'en parlais juste avant, de subir un peu tout ce qui arrive sans vraiment comprendre ce qui se passe autour de nous. Quelles sont les difficultés psychologiques les plus souvent rencontrées chez une personne réfugiée ?
Ce qui participe à l'inscription dans le lien social en général pour tout le monde, c'est le fait d'avoir la présence de semblables à qui on peut se référer, de personnes qui sont les mêmes que nous, et la présence de repères culturels. Et donc, à partir du moment où il y a un déplacement d'un lieu qui est porteur de certaines références culturelles à un autre lieu porteur de références culturelles différentes, il y a déjà ce risque de perdre le lien social dans lequel on était inscrit et de ne plus pouvoir se retrouver dans l'un ou dans l'autre. Donc là, déjà, il y a ce risque de perte de lien. Mais en plus, je pensais aussi à l'impossibilité, la difficulté de recréer du lien, parce que parfois, la culture du pays, ou en tout cas des choses qui sont présentes dans le pays d'accueil, peut être écrasante, ne laisse pas toujours la possibilité d'exister à des références culturelles, des personnes qui sont venues d'ailleurs, qui viennent, qui arrivent, et puis parfois leur présence et leur existence n'est pas toujours garantie au niveau social, quand on n'a pas de papier. Il n'y a rien qui est inscrit, qui garantit le fait qu'on existe vraiment sur le territoire. Parfois, c'est quelque chose qui revient. Et encore une fois, la perte de confiance qui fait que c'est difficile de recréer du lien quand on a été trahi et détruit par les autres au pays, par tout ce qu'on a pu vivre. Tout ça peut amener la personne à se trouver dans une situation, encore une fois, d'errance, où elle se déplace dans un espace sans vraiment arriver à se poser quelque part, à s'ancrer, à investir quoi que ce soit. Et à partir de ce moment-là, il y a le psychisme, le mental de la personne qui ne tient plus, le corps qui ne tient plus, il y a les symptômes qui apparaissent, la personne lâche tout simplement. Puis il y a tout ce qu'ils ont vécu au pays, que ce soit les tortures, les morts, les choses auxquelles ils assistent, tout ce qu'ils vivent pendant les trajets, la perte des frères de route, tout ce qui fait traumatisme au pays, mais également pendant le trajet. Donc ça, avec la perte de lien et l'impossibilité à en recréer, c'est d'une violence inimaginable. Le plus traumatisant, c'est aussi de perdre les frères de route, les pertes de téléphone aussi, des photos, des souvenirs qui symbolisent la perte de contact, des contacts avec le pays. Alors dans le cas des personnes exilées d'Ukraine, ce passage justement d'inexistence administrative n'a pas eu lieu grâce à la protection temporaire qui a été déclenchée. Le fait d'avoir une prise en charge rapide, est-ce quelque chose qui est du coup très bénéfique ? Ma collègue me disait justement qu'ils n'ont pas été si rapidement pris en charge que ça. Mais c'est différent que d'être enceinte. C'est vrai que quand ils sont arrivés, il y a énormément de mobilisation aussi de la communauté ici en Belgique, qui fait qu'ils ne sont pas retrouvés tout seuls. Elle me disait que sur un groupe Facebook, en 2 semaines, il y a eu 10 000 personnes qui se sont mobilisées pour leur venir en aide. Et donc, il y a la communauté quand même qui fait un peu filet de sécurité que d'autres personnes venues d'autres pays n'ont pas toujours eu. Ça, c'est vrai. Puis voilà, les autres disent clairement qu'ils sont très heureux pour les Ukrainiens qui arrivent, mais qui ne comprennent pas pourquoi cette mobilisation n'a pas eu lieu pour eux. Est-ce que chez vous, dans la SBL Taban, des aides supplémentaires ont été allouées suite à la crise en Ukraine ? Donc on a reçu des subsides spécifiques au conflit Ukraine et on a une psychologue dans l'équipe qui est d'origine russe et qui s'est mobilisée directement quand le conflit a éclaté. Donc il y a énormément de demandes ukrainiennes qui arrivent par elle parce que c'est plus facile, ils sont moins méfiants justement par rapport à cette psychologue russophone que par rapport à nous, en tout cas en tant qu'Européens. Donc, ce qui a été mis en place au niveau de Taban, c'est donc l'ouverture effectivement et l'augmentation d'heures, de temps de travail de certaines psychologues par rapport au conflit Ukraine, donc pouvoir les accueillir ici à Taban, par des thérapies individuelles, mais aussi par des groupes Ukraine qu'elle co-anime avec une autre collègue, où là, elle ne discute pas comme en thérapie, parce que c'est assez confrontant. Elle le disait justement, pour cette population-là, c'est pas quelque chose qui se fait. Et donc, elles utilisent des médias, des jeux, elles utilisent la créativité. Elle passe par des médias pour pouvoir discuter, partager. Et donc ça se fait en groupe. C'est vrai qu'on se sent plus en sécurité quand on est avec des semblables aussi, comme on disait tout à l'heure. Comment les personnes passent les portes de la SBL ? Est-ce que ce sont des familles d'accueil qui ont pris contact avec vos services ? C'est vrai qu'il y a pas mal de familles d'accueil qui ont contacté pour demander conseil d'abord et aussi du coup par rapport à certaines inquiétudes, ne sachant pas quoi faire avec les personnes qu'elles voyaient qui n'allaient pas bien. Mais la grosse porte d'entrée par où ils venaient, c'est surtout ma collègue russophone. Et donc c'est par les réseaux sociaux, par le bouche à oreille dans la communauté. Est-ce qu'il y a des spécificités différentes entre les réfugiés ukrainiens et ceux d'ailleurs ?
J'ai l'impression, moi, qu'il y a plus de retours définitifs des Ukrainiens au pays, ce qu'il n'y a pas toujours ici avec les autres réfugiés. Et ça, on s'était un peu posé la question avec des collègues du pourquoi. Et c'est vrai qu'on s'était dit qu'on arrive au 1 an de protection. Et donc, la parole avait été dite on vous donne une protection pour 1 an. Et là, on arrive à la fin de l'année. Ils retournent, finalement. Parce qu'ils n'avaient pas projeté de rester plus, que ça allait durer aussi longtemps. Il y a des choses qui manquent, qui se trouvent là-bas, comme les maris, les hommes de la famille, les maisons pour ce qui en reste. Donc, je pense que ça peut être spécifique à cette population-là. Quels sont les retours que vous avez pu avoir des difficultés rencontrées par les personnes réfugiées par rapport à leur famille d'accueil ? On a souvent des personnes qui nous disent « c'est de trop, on me donne de trop, je ne m'attendais pas à ce qu'on me donne autant ». Des personnes qui, quand la personne n'est pas à la maison, ils partent. C'est déjà de trop d'investir le lieu quand l'hébergeur n'est pas là. Malgré toute la bienveillance qu'il peut y avoir derrière, ça peut être pris comme un trop-plein de bienveillance reçue par la personne. Parfois même se demander, mais au fond, qu'est-ce qu'il me veut à autant me donner, quoi ? Parce que j'ai pas été habituée à autant recevoir, à ce qu'une personne me donne tout alors que je la connais pas. Oui, on me donne beaucoup. Et c'est peut-être de trop pour moi, je saurais pas rendre tout ça. Et donc ça peut être envahissant. Et quelle solution on peut apporter à ça ? Souvent, ils vont nous demander de changer, en fait, de pouvoir trouver un logement, de pouvoir aller en centre, de pouvoir s'éloigner, de mettre de la distance, en fait, par rapport à ça. Sinon, il peut y avoir des conflits qui éclatent avec les hébergeurs qui peuvent, en voulant bien faire, devenant effectivement parfois trop envahissants pour la personne. Quel serait le conseil que vous donneriez à une famille d'accueil ? Je dirais quelque chose d'important, c'est de ne pas partir du principe que on sait ce qui est bon pour la personne. Donc il faut questionner beaucoup, écouter, demander ce dont il aurait besoin, ce dont il a envie, ce qu'il voudrait faire. Effectivement, ne pas être trop envahissant, pouvoir laisser de la place, adopter ce qu'on appelle la technique de décentration culturelle. Donc c'est le fait de prendre conscience de nos propres références culturelles afin de mieux accueillir celles des autres. Le fait d'être à l'aise avec ses propres croyances fait qu'on prend conscience de leur relativité face à celle des autres. Et donc, c'est à partir de ce moment-là qu'il y a le dialogue et on laisse une place aux croyances, aux références culturelles et à la personne, en fait. Est-ce qu'au sein de l'association, vous travaillez avec des traducteurs ? Oui, on travaille, nous, avec des traducteurs, donc avec le CETI Wallon, le monde des possibles, c'est essentiel. On voit qu'il y a plein de services, justement, qui sont réticents à travailler avec des traducteurs, et ça c'est dommage, parce que c'est génial, en fait, de travailler avec des traducteurs. C'est hyper confortable. Ça permet une sorte de battement, de respiration dans les entretiens, et ça permet tout simplement à la personne de pouvoir avoir le droit de s'exprimer dans la langue, qui n'est parfois pas même sa langue maternelle, mais dans la langue dans laquelle elle souhaiterait nous parler. Et donc, il y a des échanges au niveau des croyances, des choses qu'on ne connaît absolument pas, que l'interprète peut amener. Et donc là, il prend la casquette un peu du médiateur interculturel. Moi, je trouve ça super riche. Mais effectivement, on sent qu'il y a beaucoup de réticence à travailler. Certainement parce que c'est un tiers qui vient dans la relation, dans les entretiens. Pensez-vous que le fait de rester dans un pays en guerre, plutôt que de partir, a des conséquences plus importantes d'un point de vue psychologique ? Donc ça, effectivement, c'est compliqué de répondre parce que pour moi, je pense que c'est impossible de le quantifier. Les croyances générales au niveau du trauma, c'est quelque chose qui est d'inattendu. Donc comme on disait tout à l'heure, il y a un caractère inattendu auquel on n'était pas préparé. Une rencontre avec le réel de la mort, le fait d'avoir été menacé, le fait d'avoir assisté à la mort de quelqu'un, ou alors aussi une expérience d'une telle violence que c'est trop, c'est impossible à supporter pour le psychisme de la personne et pour le corps. Et donc tout ça peut faire traumatisme. Maintenant, ce qui fait traumatisme chez une personne ne fera pas nécessairement traumatisme chez une autre. Ça dépend de la personne, de sa résilience, de son histoire de vie, de sa subjectivité. Je pense que ça peut être traumatisant pour une personne de rester au pays alors qu'elle aurait le souhait de partir, alors que ça peut être tout aussi traumatisant pour une personne de partir et de quitter tous ses repères au pays. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les symptômes types qu'on observe chez une personne qui a vécu un traumatisme de cet ordre-là? Ce qu'on rencontre souvent, donc, c'est des troubles au niveau de la mémoire, de la concentration. On voit une perturbation des repères spatio-temporels, ils ne savent plus vraiment s'y retrouver. Il y a beaucoup de cauchemars, de reviviscence. Donc c'est le fait de revivre le contenu traumatique. On a le repli sur soi, le fait de ne pas vouloir rentrer en contact avec les autres, le fait d'être très méfiant.
Et il y a aussi ce qui peut être impressionnant, c'est des épisodes de dissociation où la personne n'est plus là, elle est coupée, elle est là-bas. Elle revit en fait ce qu'elle a vécu auparavant. Il y en a beaucoup qui nous disent les militaires sont là, les militaires étaient dans la pièce. J'étais plus ici dans la pièce avec vous, mais j'étais là-bas. J'étais face aux militaires et donc ils nous entendent plus, ils ne nous sentent plus, ils sont là-bas. Oui, et donc ça c'est c'est ça. Ouais. Et ça, c'est la dissociation qui peut être assez impressionnante dans les symptômes du trauma. Vous parliez au début de cette interview d'activités faites en groupe et de moyens un peu détournés pour pouvoir entrer en relation avec la personne. Est-ce que c'est difficile d'installer ce climat de confiance ? C'est vrai que dans certaines cultures, on ne va pas voir un psychologue. La santé mentale, c'est hyper tabou, que ce soit du coup au niveau de l'Ukraine, mais au niveau d'autres cultures qu'on rencontre à Taban. Au niveau des bureaux psy, nous, ce qu'on va faire, c'est aller questionner les représentations, les croyances autour de la santé mentale en général, de la prise en charge au niveau de santé mentale, au niveau des psychologues, s'ils en ont déjà vu, comment ça s'est passé. Donc ça, on va questionner pour essayer de déconstruire les représentations qui peuvent faire barrière, donc en soins de santé mentale. On va alors expliquer en quoi consiste venir voir un psychologue et en quoi consiste la thérapie. Et ça appartient à chaque psy de par son approche et son style. Donc ça, c'est plutôt pour les bureaux psy. Et puis effectivement, il y a au niveau de l'accueil en bas, le fait que ce soit chaleureux dans une maison, qu'on vienne proposer le café, je disais justement tout à l'heure, c'est une rencontre qui fait déjà soin. Et au niveau alors des activités collectives, le fait donc de ne pas passer par les récits, les symptômes, quelque chose qui est difficile. Souvent les gens nous disent on n'a pas envie de parler, et parler c'est trop difficile. Et donc ils font. Ils parlent dans l'informel de choses du quotidien, ils utilisent leur créativité, ils font à manger ensemble, ils discutent. Ils retissent du lien par un autre biais que quelque chose d'hyper confrontant comme on peut le faire dans les bureaux psy ou les bureaux AS. Donc ça, c'est au niveau des activités collectives. Et on a une autre particularité à Taban, c'est un type d'intervention thérapeutique particulier qui s'appelle consultation ethnopsychiatrique, qu'on appelle groupe ethno. Et c'est une intervention thérapeutique qui est inspirée des palabres africaine. Donc c'est le fait que les personnes se retrouvent sous l'arbre à palabres pour discuter, pour partager autour d'un problème, partager les différentes croyances, les différents avis, les différentes expériences pour régler le problème. Donc on accueille la personne qui peut venir accompagnée d'une personne avec qui elle a envie de venir ou seule. Donc on essaye de réunir autour de la table un maximum d'intervenants, de personnes provenant d'univers culturels différents pour avoir des références culturelles différentes. Et donc, on va partager autour de la personne, tous ensemble, sans avoir à imposer des concepts particuliers. Et ce dispositif-là, ça évite déjà la relation duel comme en thérapie qui peut être trop confrontante, mais ça évite aussi la pression culturelle que certaines personnes peuvent ressentir parce qu'on donne une place, on accueille, on permet l'expression de croyances qui nous sont totalement inconnues. Et donc le fait de pouvoir les accueillir, leur permettre de s'exprimer, fait qu'elles existent et qu'elles continuent à exister et à soutenir la personne. Est-ce qu'il y a d'autres types d'activités dont vous pourriez nous parler qui aident les personnes à s'exprimer ? Il y a des activités artistiques où on peut venir peindre, dessiner. On a un ergothérapeute dans l'équipe qui travaille dans le jardin, le travail au niveau manuel, il apprend à coudre. En fait, il y a beaucoup d'activités manuelles qui se passent en bas. Donc on a tout ce qui est créativité, travail dans le jardin, la cuisine. Ça passe par plein de biais, plein de médias différents, oui. Quels sont les profils, justement, des personnes qui travaillent dans l'ASBL ? On est une grosse dizaine dans l'équipe, donc 4 psys. On a un ergothérapeute, une journaliste qui travaille aussi dans le collectif. On a une assistante sociale, une secrétaire, un agent d'accueil aussi, et qui est très important. On a un psychiatre aussi qui vient quelques heures par mois, qui travaille dans plein de pays différents. Et notre coordinateur. Est-ce que vous fonctionnez via des prises de rendez-vous ou est-ce que vous organisez des permanences ? Le collectif à Taban est ouvert 3 jours sur la semaine, de 11h, je dirais, à 16h30. Et donc, il y a une libre circulation à ce moment-là. Maintenant, il y a des activités parfois où on sort des murs de Taban, on va à l'extérieur. Et là, alors, il y a une heure où on se retrouve pour aller, au théâtre, visiter des expos. On fait parfois des sorties aussi pendant l'été où on va pique-niquer avec des gros groupes. On va à la mer, parfois avec un groupe de 100 personnes. Donc, on fait des gros déplacements. Donc, pour ça, il y a le fait de respecter les horaires. Mais sinon, il y a une libre circulation possible. Et pour ce qui est des premiers contacts avec l'institution, il y a parfois les envois des nouvelles demandes par les envoyeurs, le réseau, les assistants sociaux, les maisons médicales, des amis. Et parfois, il y a les personnes qui arrivent spontanément, qui passent devant Taban, qui ont entendu parler de Taban et qui rentrent.
Est-ce que encore aujourd'hui c'est difficile pour une personne réfugiée d'avoir accès aux services de santé mentale ? Je pense que tout d'abord, il y a la non-connaissance du réseau, des possibilités de prise en charge au niveau de la santé mentale sur le territoire. La non-connaissance est parfois pas possible de le conscientiser parce que ça n'existe pas. Le fait d'aller voir des psychologues n'existe pas dans le pays, parfois d'origine. Il y a aussi la barrière de la langue. Certains services qui préfèrent ne pas collaborer avec des interprètes, donc c'est une vraie barrière au fait d'accéder aux soins. Puis il y a tous les a priori au niveau de la santé mentale, des a priori culturels, que ce soit pour la personne elle-même qui se dit « bah non, je vais pas voir un psychologue, aller voir un psychologue, ça veut dire que je suis fou, j'ai pas besoin de ça. » Les problèmes se règlent différemment, en groupe, avec la communauté, à la maison, je prends sur moi. Il y a ces a priori que la personne peut avoir elle-même, mais aussi parfois quand la personne a passé le cap de se dire « bon, allez, je vais quand même aller voir un psychologue », la pression qu'elle peut ressentir par la communauté, que la communauté mette réellement la pression ou pas, c'est cette peur d'être jugé, d'être pris pour un fou. Ça, c'est quelque chose qui revient souvent. C'est je ne veux absolument pas que les autres sachent que je vais voir un psychologue parce que je veux pas qu'on parle de moi comme un fou. Donc ça, je pense que c'est une vraie barrière. Et je pense que la rupture de lien, la perte de confiance en l'autre, fait que si on n'arrive pas à s'accrocher à quoi que ce soit sur le territoire et donc à personne, c'est difficile d'aller demander de l'aide à qui que ce soit. Est-ce que vous vous déplacez parfois au domicile de la personne ? Les fois où on se déplace, c'est des suivis qui sont déjà mis en place, donc il y a des demandes qui ont déjà été faites. Donc parfois, il y a des replis sur eux-mêmes, justement dus au trauma ou à la pathologie en général. Et donc là, on peut se déplacer à domicile. Maintenant, j'ai jamais eu le cas de me déplacer à domicile pour un suivi qui n'avait pas été débuté. Est-ce que certaines choses ont été mises en place au sein de l'ASBL dues à la crise ukrainienne et qui aujourd'hui sont mises en place pour d'autres réfugiés ? Des nouvelles choses qui ont été mises en place, comme les groupes Ukraine, comme les appellent mes collègues, qui vont alors en centre, qui organisent des groupes avec des personnes ukrainiennes. Donc comme je disais tout à l'heure, qui utilisent des médias et non pas de la thérapie individuelle classique, entre guillemets. Donc ça a été remis en place. Je pense qu'Ataban, il l'avait déjà fait avec les populations des ménards afghans. Donc c'est des choses qui existaient déjà auparavant. Mais ma collègue parlait justement de ce besoin de sensibiliser, d'avoir des outils de sensibilisation pour la population ukrainienne, mais aussi pour les autres, en fait, quand j'y pense, par rapport à la prise en charge en santé mentale. On voit qu'il y a énormément d'a priori. Elle me disait que pour les Ukrainiens, ça les effraie d'aller voir un psychologue parce qu'ils ont peur de se faire analyser, d'aller sur le fauteuil. Donc il y a un refus d'aller voir les psychologues. Dans d'autres cultures, c'est aller voir un psychologue, c'est être fou. Et donc, travailler sur des outils afin de sensibiliser à ce qu'est la santé mentale, la possibilité d'aller voir un psychologue et déconstruire un peu toutes ces choses qui font barrière, ça peut être important. Est-ce que vous trouvez que de manière générale, la Belgique se préoccupe suffisamment de la question de la santé mentale des personnes réfugiées ? J'ai l'impression en tout cas qu'il y a beaucoup de choses qui sont mises en place au niveau des aides psychologiques, des formations aussi, des intervenants qui travaillent avec le public migrant. Et donc tout ça est mis en place dans l'objectif d'aider à reconstruire une identité à la personne, effectivement. Mais quand tout le reste autour de la personne continue à être déshumanisant, ça bloque le fait de soigner, tout simplement, de se sentir mieux. Il y a plein de choses qui restent déshumanisantes. Je me rappelle qu'il y a quelques mois, il y a des centaines de personnes qui se sont retrouvées à la rue parce qu'il n'y avait plus de place en centre, alors que le bon sens dirait le minimum c'est d'avoir un lit, c'est toujours pas le cas pour certains. Puis donc dans le fait de former les intervenants qui reçoivent ces personnes dans la population migrante, il y a les intervenants en centre, etc. Et il y a toutes les personnes qui les reçoivent au niveau par exemple du CGRA, dans des procédures qui sont totalement déshumanisantes. On demande à des personnes qui souffrent de trauma, donc le trauma, on disait justement, ça provoque des troubles de la concentration, troubles de la mémoire, ça perturbe les repères spatio-temporels, et on demande à ces personnes de parler d'une chose dont ils n'ont pas envie de parler pendant des heures, de se répéter sans se tromper, sans se contredire, et si on a le malheur de se contredire, on reçoit un négatif. Et ce qui revient souvent dans le discours des personnes, c'est « on ne me croit pas, ils font comme si ce que j'avais vécu n'existait pas, ils font comme si j'avais menti ». Tout simplement parce que je me suis trompée sur la couleur de l'uniforme, parce qu'ils ont été se renseigner, et au niveau théorique, effectivement, l'uniforme n'était pas vert mais était bleu. Voilà, c'était un des points qui justifiait le fait de recevoir le négatif. Malgré toute la bienveillance qu'on peut y mettre, la procédure reste violente. Et j'ai un patient justement qui me disait « Les personnes qui travaillent au CGRA sont parfois plus calées en théorie sur notre pays que nous-mêmes. Et donc ils vont nous expliquer la théorie vaut plus que la réalité. » Pour conclure cette discussion,
Est-ce que ça vous arrive de ne pas avoir les outils nécessaires pour pouvoir intervenir en tant que psychologue avec certaines personnes ? Ça arrive parfois, ça arrive souvent même, qu'on n'a plus les moyens, on ne sait plus quoi faire, on est démunis. Et donc, c'est vrai que là arrivent parfois les mises en observation, les hospitalisations de force ou volontaires. Et là, c'est que la personne a besoin d'être stabilisée avec les médicaments, avec un encadrement beaucoup plus serré, je dirais. Là, ça peut être propre au trauma, comme à la santé mentale en général, c'est pas spécialement juste le trauma. Merci Chirina Gelmin d'avoir partagé avec nous votre expertise dans cet épisode du podcast Découvre mon histoire réalisé par le CRIPEL. Cet épisode clôture cette première saison de ce podcast. Nous vous invitons à nous dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce podcast et à suivre notre actualité via notre page Facebook CRIPEL ASBL, notre site internet www.cripel.be ou encore sur notre compte Instagram. Merci pour votre écoute et à très bientôt.